Alors bonjour ou bonsoir si vous êtes à table et bienvenue de retour dans Histoire au coin du D20, les petites émissions où nous vous racontons nos histoires de jeux de rôle. T'as vu, hein, je l'ai fait à l'ancienne. Tout à fait. Classique, normal. Pas besoin d'un Tommy Wiseau Non. pour toutes les... Et pour vraiment faire dans le classique, on s'excuse, on n'a pas fait beaucoup d'émissions ces derniers temps. Tu vas pas dire ça à chaque fois. Tu l'adores hein, quand j'ai fait celle-là. Vous devez avoir vraiment des flashbacks avec tout ce que je raconte. Et donc, quoi, bière du jour hein La bière du jour, oui, tout à fait. Je vais faire péter la bière du jour pendant que tu expliques aux gens quel est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors, le thème de l'émission du jour est assez central, assez classique, assez simple. C'est la Floref triple. Je sens qu'on va partir... Bon... Buvons d'abord la bière. Je sens qu'on va partir complètement en tangente et on va finir par donner des conseils de manière très générale parce que c'est bel et bien une émission conseil. Mais des conseils sur quoi, mon cher Gélus ? Eh bien, des conseils... Parce que tu l'as pas dit. Mais non. Ça va être des conseils sur comment unir un groupe de personnages joueurs. Ouais. Comment unir un groupe quand il est créé, et comment unir un groupe quand un nouveau personnage arrive. Et parfois, comment le désunir. Et on va aussi parler, en effet... Mais... Tout à fait, voilà. on va en parler, comment utiliser la relation entre les joueurs pour créer des éléments d'intrigue intéressantes. Tout à fait. Et là, on est un peu dans le caca, parce qu'on n'a pas vraiment prévu de plan. Alors non, c'était une émission, comme je disais, un petit peu décousue, mais c'est parti. Commençons par le classique. Par le commencement. Le classique, le facile. Vous avez commencé votre jeu de rôle, vous avez créé votre groupe, chacun a créé ses personnages. Bien que, comme on avait dit, n'hésitez pas à créer des liens entre les personnages. D'ailleurs, si deux joueurs veulent dire « Oui, mais on se connaît depuis longtemps », eh bien, utilisez ça. Le combat qui réunit les personnages. Ah oui, pas un combat entre eux. Non. Parce que oui, ça j'y reviendrai plus tard. Ça pourrait être marrant. Bref, mais ne sautons pas au-dessus des moutons, enfin c'est une expression qui n'existe pas. Oui. Mais oui, effectivement, rien de tel pour unir un groupe que de les faire commencer dans le feu de l'action, dans une grosse bagarre, et même s'ils ne se connaissent pas, je dirais il faut un peu pousser, imaginons, c'est un donjon et dragon. Il y a des horribles gobelins. Dragon. Vous étiez prisonnier de gobelins. On a été capturés par des gobelins. Et donc voilà, c'est vraiment réunir les gens grâce à l'adversité, on va dire. C'est un peu la méthode Elder Scrolls. Oui. Que tout le monde est réuni dans l'adversité. Tu es prisonnier de gobelins, tu es prisonnier de la garde, tu es dans une diligence qui se balade. Ça donne l'occasion aux personnages un petit peu parler entre eux. Et là, la diligence est attaquée. Oui, voilà. Mais je crois que dans les Elder Scrolls, ils commencent tous alors que tu es un condamné à mort. Ils commencent tous, tu es prisonnier en tout cas, condamné à mort, je sais pas sûr, je sais pas peut-être. Il me semble, enfin bon, bref. Toujours est-il, voilà, c'est l'adversité, c'est le grand classique. Et alors il faut un peu s'arranger pour que les aventuriers se retrouvent un peu les seuls survivants, je dirais. Parce que s'il y a d'autres pays, alors pourquoi est-ce qu'ils se mettraient ensemble ? Mais c'est vrai qu'après cette confrontation initiale, il faut trouver une raison pourquoi après ils vont tenir ensemble. Il faudra quand même leur donner une mission. En général, c'est nous sommes des mercenaires. À la base, oui, voilà. Vous vous battez pas mal, peut-être pouvons nous faire équipe. Voilà. Mais voilà, j'avais un truc à dire et ça m'a échappé. Désolé, c'est moi qui t'ai dit tout de suite que je parle trop. Ah oui, non, je voulais dire, si les joueurs y mettent un tout petit peu du leur, ça marchera et la partie pourra se lancer. Parce qu'on a connu des joueurs qui, eux, ne voulaient pas sortir. Et je ne vous connais pas. Et je ne sais pas qui vous êtes. Hein ? On a eu un coup comme ça. Ah, monsieur Miko. comme ça, avec Miko dans Warhammer, où il jouait un fossoyeur, parce qu'on commence avec une carrière débile, et il avait créé son personnage après que son nain soit mort, suite à... Vous l'avez tué suite à un certain nombre de mutations. Je crois qu'on l'a tué parce qu'il était devenu trop mutant. Ou alors, non, je crois qu'il se fait tuer par les gardes et vous avez laissé faire. Quelque chose comme ça. Il était pas content, en tout cas. Non, il était devenu il s'était pris plein de mutations après avoir balancé... Je sais plus si on a raconté ça. Je crois qu'on n'a jamais raconté. La guerre et saucisson. Mais c'est pas la même partie de Warhammer. On avait un nain avec nous, qui était joué par Miko. Et je sais plus comment on est arrivé en possession d'un tonnelet rempli de poudre de malpierre. Ouais. Le truc, en gros, c'est de l'uranium, mais complètement... en gros, ça te fait muter, ça te rend fou.
Et je sais plus, lui, il en avait reçu un petit peu sur lui. Le truc, c'est c'est lui qui transportait le seau de Malpierre. Et voilà, on est déjà parti en tangente, mais c'est pas grave, ça fait une histoire qu'on n'a pas encore racontée qui était quand même rigolote. Et il m'a dit, il discutait avec des gardes ou des bandits ou je ne sais plus quoi, et il me dit, ok, je prends le tonnelet et je le balance à la figure. Excellente idée. Et je lui dis, ok, fais-moi quand même un jet d'agilité. Échec, gros échec, très gros échec. Je dis ok, bon bah tu te le prends, il y a un coup de vent, ça te revient dans la figure. Il est vraiment fait. Je sais plus, il a fini avec des poils verts, des yeux noirs. Il avait des yeux noirs. Il avait sa barbe qui avait pris des serpents, en fait, il avait comme Méduse, mais c'était sa barbe qui faisait comme des serpents. Ouais. Et je crois qu'il avait genre des ongles noirs, choses comme ça. Enfin voilà, il était bourré de mutations. En gros, on lui a plus ou moins fait comprendre qu'il allait pas pouvoir rester avec nous avec toutes ces mutations, et il a essayé de nous embarquer dans sa déchéance, ce salaud. Il a commencé à balancer de la Malpierre partout. Ouais. Et là j'ai été gentil, je me suis dit non, tu vas pas foutre en l'air le groupe. J'ai dit c'est bon, vous évitez. Enfin, ou alors j'ai fait quelques jets pour voir s'il y a peut-être pas une petite mutation qui passait, des choses comme ça, mais non, tu bousilles pas un groupe parce qu'un joueur a décidé de foutre la merde. Tout ça pour revenir au fait que après les joueurs se sont retrouvés en prison, et je me suis dit parfait, la prison c'est l'endroit parfait pour rencontrer le nouveau personnage qui était un fossoyeur. Et les autres joueurs ont commencé un petit peu à jouer le jeu de dire ah oui, mais qui êtes-vous oui, vraiment, au fond, quel est votre but dans l'avenir, est-ce que vous voulez nous aider? En gros, nous on est en train de préparer une évasion. Et il y a ce Pei qui est assis dans un coin de la prison, et Miko nous dit bien, moi je parle pas à ces gens, je les connais pas, je veux pas entendre parler d'eux. Et on va quand même le voir, et dit bon, bah... Et moi je me souviens, c'était à l'époque de mon mage gris qui commençait déjà à avoir les fils qui se touchaient, où je me suis dit, bon, bah s'il veut pas venir, il vient pas, tant pis, hein, il reste dans sa prison. Mais je sais plus qui dans le groupe, ça devait être Florian, qui disait mais on va pas le laisser là, c'est le personnage de Miko, et il essayait d'engager la conversation, et Miko était en mode non, mais moi je ne sais pas qui vous êtes, et alors en plus il faut un minimum de bonne volonté. On arrive à ouvrir la porte de la prison pour s'enfuir, on dit bon allez mon gars, au moins venez avec nous. Ah non, moi j'ai pas envie de me refaire choper après, hein, ce sera encore pire, moi je reste dans ma prison. Putain. Il y a toujours un côté un petit peu artificiel dans les réunions d'un groupe. Je veux dire, quand par exemple, pour moi, les groupes qui sont un peu difficiles à réunir au-delà d'un seul scénario, c'est ceux de Cthulhu. À Cthulhu, il faut toujours avoir un personnage central qui est soit un journaliste, soit un détective privé, qui va être la personne qui va réunir le groupe autour des missions potentielles. Ouais, parce que... Et dans les jeux de rôle modernes, plus que n'importe quel autre, c'est toujours assez artificiel. Pourquoi est-ce que le boulanger, le détective et le bibliothécaire font équipe? Bah, je te dirais, dans un Cthulhu, tu peux très facilement t'en sortir avec l'histoire du club. Ah, c'est pas mal ça, le club. Tu fais... ah oui, vous faites tous partie d'un club du paranormal, tu vois. Ça, c'est la solution facile pour pas se faire chier. C'est un bon conseil, c'est un très bon conseil. Pour les jeux de rôle modernes, le club de X, le club de l'étrange, le club des 4, le club des fétichistes, j'en sais rien, un truc comme ça. Bien sûr, pourquoi pas. Et sinon, quand tu m'as proposé le thème de l'émission, ça va réunir les groupes, j'ai repensé à Shan. Et comment je vous avais réunis par l'adversité, mais l'adversité entre vous, puisque... Tout en ayant une opposition, j'aime voilà, bien ça je trouvais que c'était assez sympa. À la base, c'était 2 groupes de 2, le groupe de 4 joueurs. Et donc je ne sais plus, il y avait Val qui jouait un... Je ne me souviens plus du nom de ces créatures, mais les volants, des créatures aériennes comme ça. Juste. Et elle était forgeronne, et toi tu étais son pote, l'espèce de pays bleu avec pas de bouche, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un peu oublié. Et à côté de ça, Moustache et... c'était qui jouait à ce moment-là? Je sais plus très bien maintenant. Allez voir notre émission sur Shan, voilà. mieux que nous. Enfin, bref, il y avait 2 groupes de 2, et le scénario commençait. Il y avait Gigi, non? Mais Gigi, il n'était pas là dès le départ, il est arrivé plus tard, je pense. Hein. Il y avait Florian qui jouait un gnome. Ah oui, exact, voilà. Florian jouait un gnome. Et lui, il se trimballait avec Moustache, qui était un énorme indien à la peau rouge, comme ça. Et en fait, ce qui avait lancé, vous aviez chacun un truc. Val, elle voulait récupérer une épée parce que... C'était pas son maître qui l'avait forgé? C'était l'épée de son maître. Hein?
Et l'autre groupe, je ne sais plus pourquoi, mais il voulait aussi cette épée. C'était une œuvre d'art ou un truc magique? Non, c'était pas pour moi, parce qu'il y avait de la magie dedans. Ah, c'est Je crois possible. que c'était ça. Ah oui, oui, oui. Et toi, tu voulais détruire l'objet pour prendre la magie qui était Voilà, c'est dedans. ça. Et Et c'est intéressant parce que donc on a deux groupes de deux, on a un but commun, qui veulent retrouver retrouver l'objet cette épée, mais retrouver cette épée, il y avait une finalité différente pour chacun. pour Parce chacun, que ouais. Val la voulait pour... Vu que c'était l'objet qui avait été forgé par son maître. Et c'est vrai que toi, tu voulais le briser pour en tirer la magie. Et, et ça s'est fort bien passé parce que donc ils se sont rendus compte que c'était un espèce d'elfe qui vivait là, qui possédait cette épée. Et bah, du coup, je sais plus très bien, vous avez découvert où il habitait, vous avez été jusque chez lui, et puis là vous vous êtes rendu compte qu'il était empoisonné et qu'il allait mourir. Et là le scénario était lancé, et dans mon souvenir, vous avez été de bonne foi, je dirais, parce que vous auriez très bien pu dire, bon bah, maintenant on a récupéré l'épée, mais je sais plus où les gardes avaient récupéré l'épée, enfin bref, Je ne pense pas. je sais plus. Mais on a fait ça aussi un petit peu dans Polaris. On pourra faire un jour on fera un espèce de... On n'a jamais raconté Polaris, Non. On fera un jour une espèce d'histoire au coin des 20 en vrac, où on parlera de tous les jeux de rôle petits jeux de rôle. sur lesquels on n'a pas grand chose à raconter, soit qu'on ne se souvient plus, soit qu'on a fait très peu de parties, où on parlera d'Indomine Satanis, de Polaris, je sais pas très bien, des trucs comme ça. Ouais. Et dans Polaris, c'était Mathieu le maître de jeu, et on avait aussi un but commun, il fallait qu'on retrouve un truc. Il y avait eu un meurtre. Voilà, Et- je me souviens de l'anecdote, l'histoire avec toi et Miko et une certaine somme d'argent, mais on en parlera, on garde ça, On garde ça pour... on garde ça pour l'autre émission. Ah, Simplement d'accord. pour dire, voilà, on était aussi réunis pour un truc, et à nouveau, c'était Miko qui avait décidé, non, moi je joue de mon côté, alors qu'on avait fait le groupe. Par contre, c'est marrant parce que Miko, il y a souvent une espèce de position. Miko adore jouer un petit peu à contre-courant avec le groupe. Mais Miko n'a pas comment dirais-je, cette camaraderie par défaut qu'on a avec... Qui est pas logique. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans notre groupe, et je sais pas, ça doit être différent dans chaque groupe, mais en tout cas, entre ici les deux frères, Moustache, Val, et allez, j'allais dire dans une moindre manière Gigi, mais quoique Gigi ne va pas foutre la merde spécialement Non. au sein du groupe. Mais non, en Mais fait, disons qu'on sait c'est l'aventure, c'est l'histoire qu'on dit des 20 Miko aujourd'hui. mais disons qu'on sait que c'est un principe artificiel de réunir un groupe. Oui, voilà. Et Miko, il joue comme si son personnage, voilà, vous êtes des étrangers, pourquoi je viendrai avec vous? Mhm. Ce qui est logique, mais ce qui n'est pas très pratique dans le cadre du jeu. Ce que j'allais dire, donc, juste pour dire, Miko, ça marchait très bien à Vampire. Dans Vampire. Quand on a oui. joué à Vampire Requiem, C'est vrai, c'est vrai. euh, Là, vraiment, il nous donnait du fil à retordre. Mathieu faisait exprès de nous donner des missions contradictoires. Mhm. Chacun pour son sire devait faire pour le prince et tout, devait faire des missions, ça se tournait presque à la paranoïa. C'est On vrai. avait une mission centrale donnée par le prince, C'est tout à fait et vrai. nos sires nous donnaient des missions parallèles contre le groupe. Et moi, j'avais du mal un peu à m'y retrouver parce que j'avais l'impression qu'aucune de mes machinations ne fonctionnait. Mais ouais, par exemple, pour un Miko, là, je pense qu'il prenait son pied, quoi. Mais c'était marrant, hein, c'était quand même sympa aussi. Il faut juste savoir jouer avec. C'est comme avoir un chaotique neutre dans le groupe. Mhm. Un chaotique mauvais, oui. Euh, Plutôt le chaotique neutre, qui est Mm. plus... je m'en fous, je fais ce que je veux, je fous la merde. Alors, donc voilà, mais comment réunir un groupe Ouais, comment réunir parce un que groupe, maintenant, voilà, Quand voilà. on a dit tout ça. Ben voilà, on est déjà parti sur les grandes lignes. Un combat central, une mission centrale, et après ils doivent s'unir, et après ils doivent un minimum jouer le jeu. Faut... Disons, ce serait, enfin, le dire, c'est une ressucée, si vous me passez l'expression. Moi, je trouvais pas mal du tout dans Bloodlust, hein, si vous n'avez pas vu la première émission qu'on a fait sur Bloodlust, où vraiment ça explique que vous connaissez depuis très longtemps, en tout cas en tant qu'arme magique. Si vous comprenez pas ce que je raconte, faut que vous alliez voir l'émission sur Bloodlust. Et en plus, vous êtes liés par la mort de cette arme dont vous étiez tous amoureux. C'est vrai qu'en fait, c'est très intéressant. Ce serait une bonne méthode à généraliser dans d'autres jeux, c'est-à-dire de créer ensemble, en discussion, où on oublie qu'il y a un maître de jeu et des joueurs, tous ensemble,
on crée un background. Raconter une histoire Voilà. et un background commun. On Ça, c'est crée pas un mal. background commun. En fait, j'avais pas du tout prévu de parler ça au début, mais je trouve que c'est un très bon conseil. C'est tout le monde avant la première partie. On fait une partie neutre. Je suis désolé si vous entendez des voix, mais il fait trop chaud. La porte est entrouverte. Mhm. La fenêtre est entrouverte. Il y a une grosse bébête sur ta fenêtre. C'est pas grave. On fait une partie neutre où tout le monde discute et décide d'un background commun, sans faire de jet, sans feuille de personnage. C'est même pas nécessaire. Une fois qu'on a le concept, c'est bon. Et on unit le groupe comme ça. C'est une super bonne idée. Allez, je vais quand même refaire un petit peu leur pub, mais je ne veux pas dire de bêtises. C'est le magazine, entre guillemets, le webzine des éditions Bad Buta, donc éditions qui ont ressorti Bloodlust version métal, donc avec des... Qui est maintenant disponible, au fait. Oui. Bloodlust des critiques. Bah oui, et donc j'allais dire, c'est le Bloodlust qu'on joue pour l'instant. Comme je l'avais dit à l'époque, mais ça n'est que mon avis, je trouvais que le système de Bloodlust Metal était un petit peu lourd, hein sans mauvais jeu de mots. Et donc oui, effectivement, avec Gilus, on a adapté les règles de Bloodlust pour le système des critiques. Évidemment, dans ce que nous mettons gratuitement à votre disposition, il n'y a absolument pas le background. Il n'y a pas de background, il n'y a même pas vraiment toutes Donc, les règles. Si vous voulez jouer à Bloodlust des critiques, eh bien, il faudra vous procurer quand même le livre de chez Bad Buta. Voilà. Il faut avoir le bouquin. Qui est un magnifique bouquin avec du background à plus quoi savoir en foutre et des magnifiques illustrations. Donc voilà. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que le webzine de Bad Buta est en train de réécrire au fur et à mesure, ou c'est peut-être fini, il faudrait que je vois, la campagne des éclats de lune, et donc ça commence par... Vraiment, ce sont des questions que le maître de jeu va poser aux joueurs en disant, il y a 1000 ans, qu'est-ce que tu faisais? Alors vous deux, vous êtes en train de faire un cambriolage. Pourquoi est-ce que vous faisiez ce cambriolage? Et il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de piège, tout le monde invente un petit peu. Et au final, c'est assez chouette parce que des PNJ se sont créés. Par exemple, Moustache qui joue Meraxès, la dague du chaos, s'est inventé un Némésis, qui est le trident de l'ordre. Et donc c'est un personnage que je ferai venir à un moment ou à un autre. Et le maître de jeu prend des notes en disant, tiens, on va inventer un personnage. Comment il veut ce qu'il va s'appeler? Eh ben hop, tu le notes. Là, je vous ai laissé vous prendre des notes, et mon Dieu, vous avez tous des écritures plus horribles les unes que les autres, parfois j'arrive pas à lire. J'ai fait exprès de ne pas écrire parce que j'ai une écriture vraiment absolument... Oui, mais toi, elle est laide, mais elle est lisible. Oui, on dirait celle d'un enfant de 5 ans qui commence à apprendre à écrire, oui. Ouais. Un truc dont on avait déjà parlé, de comment donner une personnalité à son personnage qui peut être utile, c'est à la création de personnages, des joueurs peuvent déjà créer des liens entre eux. Un truc que j'ai toujours eu envie de jouer et que j'ai jamais fait, et ça peut être très intéressant. Pour moi, je cherche vraiment à créer des relations très particulières. C'est une petite fille avec une tronçonneuse. Ça, c'est déjà fait. Ah. C'est créer un chevalier et son écuyer. Et 2 joueurs, il y en a un qui joue le chevalier, un qui joue l'écuyer. On a déjà eu ce genre de... Je sais plus dans quel jeu de rôle, mais ça s'est déjà fait. Un qui jouait le chevalier et l'autre qui jouait l'écuyer. Ça me dit rien. Peut-être dans un Warhammer, ça irait bien dans Warhammer. Parce qu'en plus, il y a les carrières. Chevalier errant, écuyer, ben voilà. Et ou alors, tu fais des frères et sœurs, tu fais des... dans une certaine... Un couple, ça pourrait être très intéressant. Dans une certaine manière, d'une certaine manière plutôt, toute la campagne de Fading Sun, elle était centrée sur le baron de Moustache. Il était le noble le plus haut gradé de tout le groupe, et donc je me suis dit, ok, comment ton prêtre était un peu son confesseur, qui n'a jamais rien confessé du tout. Il y avait un guildien, si je me souviens bien. Il y avait Val qui jouait la sœur du baron, sœur et maîtresse, évidemment. Bien sûr. Et donc oui, voilà, ça aussi, ça peut, mais ça va, je dirais, un peu cadrer toute la partie après, si on centre sur la noblesse. Et c'est vrai que toute cette campagne de Fading Sun était centrée sur le monde des nobles. C'est dit, si jamais le maître de jeu est d'accord, il y a moyen de faire vraiment des groupes à thème. Hein. Tu peux très bien jouer à du Warhammer, où chacun joue un magicien.
Oui. d'un ordre différent. Ah, ce serait marrant, ça. Ça pourrait être pas mal. Hein. Mm. Je dirais, c'est comme Warhammer, tu peux jouer des Skaven. Il y a des Et il suppléments. n'y a pas de guerrier. Mais non. Et comment on fait s'il n'y a pas de guerrier? Ça peut être embêtant. Hein. Quand il y a un minotaure qui charge, c'est qui se prend la charge? C'est vrai que avoir un Le tank, magicien céleste qui va Avoir un lui tank. envoyer des étoiles par dans la exemple, gueule. j'y crois beaucoup moins à Donjons et Dragons. Ça pourrait être intéressant à tester, mais c'est pas ultra pratique parce que Donjons et Dragons, faut avoir un groupe un minimum hétéroclite pour que pas partie. voilà. Parce que je veux dire, tu fais un groupe où ce sont que des roublards. Mm. Mais encore une fois, il y a des jeux de rôle. Moi, je lorgne depuis un certain temps sur Blade in the Dark. Je sais plus. C'est un jeu de rôle qui n'a pas encore été traduit en français. Okay. Où là, en gros, le thème, c'est vous êtes dans un univers de fantasy, de low fantasy, et vous devez créer une mafia. Vous êtes la mafia. Tout le monde est un voleur. Mais il y a différentes classes de voleurs. Hein. T'as le cambrioleur, t'as l'assassin. Et en gros, si je me trompe pas, hein, mais dans ma tête, c'est Blade in the Dark, mais je suis pas sûr. Et en plus, tu gagnes des points que tu peux dépenser dans ta piole, et tu dois vraiment créer la pègre, en fait. Ouais, pourquoi pas. Et ça doit être très très chouette. Alors un sujet que je voulais aborder, je crois on l'a déjà pas mal abordé en fait au début de la vidéo, mais c'est pour dire voilà, un personnage meurt, c'est triste, bouhouhou. Comment amener le nouveau personnage? Si jamais vous avez écouté Reflet d'acide, il y a un passage très rigolo là-dedans. Tu connais Reflet d'acide? Je connais, mais j'ai jamais écouté Reflet d'acide. Au début, il y a la barbare qui se fait tuer par un ours. Et après, il rencontre dans un combat un prêtre. Et donc, une fois que le combat est fini, ils disent « Bon, allez, le prêtre, viens avec nous. » Ils sont là, pourquoi? Ben, il faut bien un peu recueillir l'esprit de la barbare. Donc voilà, il y a le côté artificiel qui est un petit peu abordé à ce moment-là. Mais donc, en effet, un personnage meurt. Déjà, on nous a déjà demandé, oui, quand un personnage meurt, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interrompt la partie? Ben, j'ai envie de dire, ça dépend. On est en début ou fin de soirée? On est en début de soirée, je dirais... Ouais, on t'interrompt la partie et tu crées le personnage. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, la mort d'un personnage. Je pense pas, c'est une bonne occasion. Hein. Moi-même, ben voilà, changeons complètement de sujet, la mort d'un personnage. Moi-même, je ne sais pas toujours comment en faire. Dépend des cas. Hein. Habituellement, les morts de personnages, il n'y en a pas eu énormément dans ma carrière, mais elles arrivent en fin de partie. Et voilà, s'il restait une demi-heure à jouer, alors la plupart du temps, on termine le combat, on termine la partie et on fait le nouveau personnage pour la fois d'après. Habituellement, moi, je me casse pas trop le cul. Hein, vous voyez un pays qui arrive et qui vous fait « Ah, bonjour, vous partez à l'aventure !» Et puis hop, là, boum, si vous n'êtes pas content... il y a moyen de faire mieux que ça. C'est pareil. Mais un personnage qui meurt en tout début de partie... Je crois que j'ai jamais eu ça et je sais pas trop. Je crois que j'ai jamais eu le cas non plus. Qu'est-ce que tu fais du joueur qui vient de perdre son personnage? S'il sort la PlayStation. Quoi, il rentre chez lui ou il assiste, ou alors il joue un PNJ. Oui, mais tu sais très bien qu'il ne va jamais assister de manière neutre à l'aventure, il va discuter. C'est les fantômes qui donnent des conseils. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, j'ai jamais eu le cas non plus. C'est vrai que j'ai tué relativement peu de personnages, personnellement. Faudra peut-être un jour parler des morts les plus marquantes. J'allais te demander, c'est quoi la mort la plus stupide pour un de tes personnages? On n'a pas eu beaucoup de morts, en fait, nous. On est des tellement bons joueurs. Je meurs pas souvent. Il y a mon personnage de Warhammer qui est mort pendant que j'étais pas là, un jour, qui s'est fait arracher l'œil par une chauve-souris. Mais j'étais même pas en tant que joueur. Mourir dans un jeu de rôle, c'est important. C'est très important et c'est déjà bien triste. Mais mourir pendant des mois et des mois, comme Gormak, si vous n'avez pas vu notre tout premier Histoire au coin du D20, avec le mage Gormak qui était débile mental dans une chaise roulante, qui ne savait plus se servir de ses jambes et qu'on balançait dans les pentes avec une hache à la main, qui a fini par mourir, je crois. Oui, bien sûr, puisqu'on lui a juste mis une croix. Oui, c'est ça. C'était l'histoire. On a fait construire un mausolée pour Siegfried. Ouais. Bref, la mort d'un personnage est un élément très important parce que, honnêtement, pour moi, un personnage atteint son apothéose au moment où il meurt. C'est vrai. Et limite, je regrette que Bibo Poilmenton n'ait pas eu une belle mort. Préparer, c'est un tout autre sujet, mais préparer des belles morts pour vos personnages. Préparez votre mort. Mais c'est vrai. Pensez à une assurance obsèque. Oui, c'est exactement ça. Non, mais en tant que maître de jeu, évitez
de dire ah, oh, tu te prends une flèche, t'es mort. Oui. Et laisser toujours un dernier mot, un dernier souffle. Tout à fait. Après le combat, même s'il a une flèche et qu'il est en train de pisser le sang. En fait, tu sais, quand ton personnage meurt, là, c'est vraiment le test ultime de savoir si tes compagnons t'aimaient bien et si tu avais de l'importance au sein du groupe. Parce que alors, et si le maître de jeu t'appréciait, parce que si t'es vraiment le casse-couille de la table et que tu fais chier tout le monde avec tes conneries, ben en gros, quand tu vas te prendre la flèche en pleine gueule, non, t'es mort. Voilà, la flèche te transperce le crâne, tu tombes par terre et tu te finis. Et tes dernières paroles sont quelques bulles de sang. Je dois avouer que j'ai hâte que ça arrive un moment dans le système des critiques que quelqu'un se fasse tuer par un effet des blessures graves. Ça peut être folklorique. Effectivement. Mais non, voilà. Alors que si t'as été apprécié, si eh ben, le maître de jeu, il va te laisser quelques instants pour... Et d'ailleurs, avec Ragnar... Ah ben non, avec Ragnar, j'avais pas eu le temps, je m'étais fait manger la tête par une créature. Oui. Là, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu t'es fait manger le cerveau. Je ne vais pas dire, ok, même sans cerveau, tu as un dernier souffle de vie pour dire... Ouais, non. Il faudrait un jour qu'on parle aussi... Un des rares personnages que j'ai tué, c'était le personnage de Moustache dans Memento Mori, qui s'est fait crucifier. On vous parlera un de ces 4 de Memento Mori, j'aimerais bien faire Moustache a quelques personnages morts. Pas tant que ça. À son... Bah, il a... Ouais, celui-là, il en a un dans Dark Heresy. En fait, je crois que c'est tout. Je crois que c'est plus ou moins tout. On n'est pas des maîtres de jeu très tueurs. Il a failli mourir dans Donjons et Dragons. Il s'est fait empoisonner, il s'est retrouvé avec 0 en endurance, ou alors avec 1 ou 2, je sais plus très bien. Non, il n'avait pas 0 en endurance, mais ses points de vie étaient tombés en négatif à cause des malus d'endurance. Bref. Unir le groupe. Ok. Désunir le groupe. Que faire, comment faire? Oui, mais là je te laisse en parler, mon cher Gilus. Parce que désunir le groupe, enfin, moi, en gros, à la base, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Et voilà, imaginez que vous avez un groupe de 4, et puis à un moment, imaginons qu'il y en a 2 qui doivent partir en vacances. Eh ben, vous pouvez très bien faire une petite campagne parallèle pour les 2 qui restent. Et puis peut-être en faire une pour les 2 autres quand ils reviennent, mettons. Pourquoi pas? Je crois pas que j'ai jamais fait ça. J'avais fait ça à l'époque de Deadlands, avec d'une part Gigi et Miko, et puis le reste du groupe de l'autre, et puis chacun a eu ses aventures de son côté, et vous vous êtes retrouvés à Salt Lake City à un moment, mais c'était plus ou moins la fin de Deadlands. Quand je disais désunir le groupe, ce que je veux surtout dire, c'est que c'est pas parce que vous faites partie du même groupe que tous les personnages doivent s'entendre. Il faut garder un fil rouge central qui fait que les personnages ont une motivation commune. Mais ils ne doivent pas être amis pour tout le reste. Les joueurs peuvent se disputer. Enfin, les personnages joueurs peuvent se disputer. Les personnages peuvent vouloir faire chier les autres, peuvent vouloir empêcher le magicien de trouver un nouveau sort parce qu'il l'aime pas, alors il va brûler le grimoire quand il le trouve. Vous pouvez faire ça, vous pouvez jouer comme ça. Ou par exemple, on peut voler l'épée magique d'un membre du groupe en tout début de partie et faire que tout le scénario n'est que retrouver l'épée que l'autre a enterrée juste pour faire chier le paladin. Comme je pense pas qu'il y aura jamais l'occasion de raconter ça ailleurs, moi je raconte ça maintenant. C'était une partie de Donjons et Dragons que j'avais fait au début où on était à Bruxelles, avec entre autres Rix et Quentin. Et donc j'avais tourné un petit peu la campagne autour d'un objet magique qui était une épée magique, une épée dragon très puissante que j'aurais donnée à bas niveau, et c'était Quentin qui l'avait. Et donc il avait des apparitions de Tiamat, qui est donc la reine des dragons méchants, et il pouvait régulièrement utiliser l'épée pour faire un souffle de dragon qui faisait beaucoup de dégâts, et au fur et à mesure, à chaque fois qu'il utilisait un souffle, l'épée changeait de couleur. Et à chaque fois ça changeait de couleur de dragon, et donc le type de souffle de feu, d'acide, voilà. Et donc ça tournait beaucoup autour de Quentin, ce qui n'est pas du tout plu à notre joueur Rix, qui jouait, je ne sais pas ce qu'il jouait. Je me souviens qu'il y avait je crois qu'il jouait un voleur. Il y avait Sky qui jouait un gnome druide, et la blague c'était qu'il enculait des biches. Des biches. Voilà. Il se tapait des biches.
C'est ce que disait Rix, mais je ne crois pas que Sky était d'accord avec ce point de scénario. D'ailleurs, c'est aussi de là que vient le fameux Poiquitus. Ah, ça vient de là, le Poiquitus. Du moins, c'est revenu en tout cas, je me souviens dans ce d'accord. truc-là. Il y avait le... Je sais plus, moi je crois que je vais jouer un prêtre, comme d'habitude, probablement. Quoi qu'il en soit, à un moment, je finis un scénario, mais genre, on se réunit, une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, le scénario est fini. Et donc je suis là, bon, bah, j'ai plus de scénario. Si vous voulez, on continue. J'improviserai, on va bien voir ce qui se passe. Là-dessus, il y a Rix qui fait attends, je vais te retrouver moi un scénario. Il vient me voir à côté, il me dit ok, je vais voler l'épée de Quentin et je vais l'enterrer dans les bois. Et ça donnait vraiment un scénario assez mémorable. Ah, Quentin, il était pas content, hein. Et il secouait tout le monde, mais ouais, elle est où mon épée? Bah, on sait pas. Et donc, le voleur joué par Rix a en effet réussi à planquer l'épée. Et j'avais utilisé quand même, parce que c'était quand même l'objet central de ma campagne, et j'avais quand même utilisé que le Tiamat lui avait rendu l'épée en apparaissant dans les rêves de Quentin, en lui disant si tu la repères, t'es mort. Ils se sont battus et Rick s'est fait tuer. Et alors voilà, donc comme je disais, les groupes peuvent être désunis, mais il y a une règle extrêmement importante. C'est que les rancunes d'un personnage ne doivent jamais déborder sur le nouveau personnage de ce joueur. Plus facile à dire qu'à faire. Hein. Parce qu'il m'a dit, je joue le frère de mon ancien personnage et il veut se venger. Oui, mais voilà, mais tu peux pas. Mais non, il faut bien dire qu'à cette époque-là, les rancunes, souvent, elles débordaient. Je veux pas dire que c'est un truc qui arrivait souvent avec Rix, mais quand je repense par exemple à ton clown dans Zombie, où en gros. Mais comme on l'a dit dans l'émission Zombie, donc le personnage de Gilus qui joue un clown dégueulasse, que déjà Rix n'aimait pas beaucoup à la base, lui il jouait un ancien militaire ou un truc comme ça. En gros, le personnage de Gilus meurt écrasé par un bidon de déchets toxiques et revient en tant que zombie toxique. Eh ben, Rix, il a dit non, moi je veux pas de ça dans le groupe. Je veux plus voir cette chose. Et ça s'est pas bien passé. Et c'est vrai que là, ça sortait un peu du cadre du jeu. Mais il avait tendance à me provoquer. Bref. Je vois que ça ne s'est pas calmé. Non, mais c'est vrai. Imaginez, par exemple, enfin c'est ça que je voulais dire avec des personnages qui sont des ennemis. Excusez-moi. C'est imaginer que dans l'historique, les deux personnages du groupe sont vraiment les pires ennemis du monde. Imaginons que dans un groupe, il y aurait un paladin et un paladin des ténèbres. Un nécromancien. Tout est possible, et ça peut être très intéressant, mais comme tu le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait le fil rouge. Il ne faut pas simplement dire, bon ben voilà, maintenant vous êtes dans la même pièce et vous allez faire copain-copain. On a eu ça un petit peu à Vampire, où moi mon personnage était Vampire l'âge des ténèbres, où je jouais un sataniste et toi tu jouais un curé. Un curé. Ouais. Mais là, dans cette partie-là, je ne sais même plus pourquoi on voyageait. Et pourquoi on voyageait ensemble. J'ai jamais très bien compris. On avait des flashbacks des croisades, enfin bon, voilà. Oui. Mais je crois qu'on a un petit peu répondu à la question, comment unir le groupe. Je sais que c'était complètement bordélique comme émission, mais en général, vous aimez bien ce genre de truc. On a déblatéré. Donc, donnez des motivations à vos joueurs. Chers joueurs, trouvez-vous des motivations. Le maître de jeu ne doit pas faire tout le travail. Créez aussi, discutez entre joueurs et dites ok, nous on est copains pour ça. Trouvez-vous aussi des liens. Ah, moi j'aime bien tel joueur parce que c'est le cuisinier et il fait à manger. Créer un groupe où c'est toute une famille. Avec le papa, la maman, les enfants. Pourquoi pas? J'ai envie de le dire tout à l'heure, tu crées deux personnages qui sont mari et femme. C'est intéressant et potentiellement très intéressant si l'un des deux meurt. Parce que moi, c'est quelque chose que je cherche maintenant. Et justement, c'est le genre de relation que je cherche à provoquer. Par exemple, dans mon nouveau jeu de rôle qui est Maître et Conjuré. Qui sera l'un des prochains histoires au Gouvernement des 20 dès qu'on aura fait quelques parties.
Parce que donc moi je me relance dans le mastering, parce que ça fait quand même un certain temps que tu fais Bloodlust. Bah ouais. Tu t'abandonnes pas Bloodlust, hein, Non. on le dit direct. Non, non. Mais donc moi je vais lancer mon propre jeu de rôle, qui est mon propre univers, qui s'appelle Maître et Conjuré, qui utilisera évidemment le système des critiques, qui est un espèce de époque victorienne, avec de la magie. La poudre n'existe pas, donc il y a beaucoup de magie. C'est un peu une ambiance, j'ai envie de dire, entre Full Metal Alchemist et je reviens jamais, Dishonored, le jeu vidéo. Ah oui, d'accord. Une espèce d'Angleterre crasseuse comme ça, où le grand principe central, c'est qu'il y a des magiciens qui conjurent des servants, extradimensionnel. voilà, des créatures d'espèces d'élémentaires qui conjurent de l'éther. Et la moitié du groupe est donc composée de magiciens, et l'autre moitié du groupe est composée de servants. Les servants sont plus puissants, mais ils n'ont pas une liberté totale. Ouais. Bah, comme tu m'as dit, ils se sont déjà mis un maximum à volonté, donc je sens que ça va être difficile à gérer. Donc vous allez voir, et donc ça, ce sera le sujet d'une prochaine partie. On va, comme pour Bloodlust, comme pour Dark Heresy, etc., on vous fera un suivi. On va vous raconter tout ça. Des aventures. Et là-dessus, je crois qu'on a fait le tour. Ben oui, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous souhaitez un thème d'émission ou si vous avez des questions. Pourquoi pas. Et puis voilà. Juste pour teaser un petit peu, qu'est-ce qu'on a? Il y a toujours Earthbound dont on parle depuis très longtemps. Ouais, ça me fait juste un petit peu peur de faire Earthbound parce que c'est le dernier jeu de rôle ancien dont on peut parler. Oui, c'est vrai. Il y aurait quand même une émission en vrac, on parlera un petit peu de tout. Il y a Memento Mori, qui est un des jeux de rôle que j'ai créé où j'aimerais bien un petit peu en parler. J'aimerais bien juste un petit peu parler de Beneficium. Mais tout ça, ce sera plutôt dans l'émission jeu de rôle en vrac. Ouais, ok. Mais Memento Mori, j'ai quand même pas mal de choses à raconter. Je pourrais te raconter qui... On fera une grosse émission. Une grosse émission. Et quelques conseils aussi. Un conseil que j'aimerais bien dire, que j'aimerais bien faire une fois, c'est comment préparer un boss de fin. C'est un sujet que j'aime bien. Pourquoi pas. Oui, il faudrait voir si on arrive à en faire une émission entière. Le guide du bon joueur aussi. Le guide du bon joueur. Sinon, il y a les scénarios qui sont en cours. Et donc voilà, sur ce, on vous dit à la prochaine. Et bye 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 bye.